bonsoir à tous. Je propose dans un contexte particulièrement humide ces derniers mois, où on a plutôt trop d'eau que pas assez d'eau. Et pourtant, on s'est retrouvé avec, notamment dans votre territoire, plus de 70 jours avec plus de 30 degrés en 2022, avec des sécheresses extrêmes. Donc, on voit qu'on a tendance à basculer d'un état à un autre. Eh bien, je vous propose d'essayer d'avoir quelques clés de lecture et de comprendre ce qui se passe. Alors, on est actuellement sous une influence très forte et qui a conditionné depuis l'année dernière toutes les pluies. On a l'impression que ces arrivées de rivières atmosphériques qui traversent la France, qui atteignent autant les Bretons d'ailleurs que chez vous, eh bien, on a l'impression qu'elles ne s'arrêtent jamais, qu'elles sont tout le temps là. On n'a quasiment pas eu d'été, donc on s'est retrouvé vraiment avec une situation de trop d'eau. Alors, ça s'explique à différents niveaux. Déjà, ça s'explique parce que à l'autre bout de la Terre, c'est là où on voit à quel point on est complètement reliés, eh bien, il y a un phénomène qui s'appelle El Niño, qui est un phénomène de bascule. En fait, on a des eaux chaudes qui soit basculent dans un sens, soit basculent dans l'autre sens. C'est un phénomène qui date d'il y a 130 000 ans. Donc, on enregistre depuis 130 000 ans. On a tous les critères qui nous permettent de voir que ça a toujours été comme ça. Et qui, actuellement, a généré un phénomène El Niño assez fort pendant 2 ans. Et donc, eh bien, ça va amener de l'eau très chaude sur les côtes du Pérou. Et donc, cette vapeur d'eau très importante, eh bien, va ensuite conditionner des inondations. On l'a vu au Brésil, dans toute l'Amérique du Sud. Mais cette vapeur d'eau, elle traverse très, très rapidement l'océan Atlantique. Et donc, elle finit par arriver chez nous. Et donc, on se retrouve avec des quantités de potentiel de pluie bien plus importantes. Mais on a au milieu de tout ça cet océan Atlantique qui a battu des records en termes de température et donc en termes notamment d'évaporation. Et on s'est retrouvé avec encore un peu plus d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette France qui est, et souvent eh bien, on ne le sait pas, c'est la porte d'entrée du cycle de l'eau de toute l'Europe. C'est-à-dire que si vous voulez être un pays riche en eau, et habituellement la France est un pays tempéré, qui n'a jamais manqué d'eau, qui a toujours connu des sécheresses extrêmes, qui a toujours connu des inondations. Quand on remonte au Moyen-Âge, on a toujours eu une variabilité climatique naturelle, mais là, on est sorti de ça, on est vraiment sur un réchauffement actuellement, et on le voit très clairement déjà sur les températures. On prenait des zones sur toute la côte. Quand on prend les températures minimales tous les matins, quand on prend les températures maximales atteintes, on voit qu'on est vraiment sur une flèche avec une tendance. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau parce que ce qu'on a toujours eu, c'est plutôt une variabilité climatique. Et là, d'avoir une tendance, bien d'abord, cette tendance, ça ne s'est pas vraiment vu et ça a été absorbé par les territoires. Et puis, ça finit tellement par se réchauffer qu'à partir de 2017, eh bien, il y a une bascule qui se joue. Et en France, on voit à ce moment-là arriver des longues périodes de sécheresse. Et d'ailleurs, des longues périodes aussi où on va avoir beaucoup de précipitations. L'année 2021, par exemple, va être située entre 2 années de sécheresse. Donc, je vous raconte tout ça pour vous dire qu'en ce moment, on a des signaux très clairs du fait qu'on vient de changer, qu'on n'est plus du tout sur El Niño, on vient de basculer sur La Niña. La Niña, c'est le phénomène inverse. Alors, El Niño, le principe, c'est que ça amène beaucoup d'inondations, beaucoup de vapeur d'eau, et ça amène aussi un réchauffement. La Niña, ça a tendance à refroidir l'atmosphère, donc c'est plutôt positif dans une période où il fait tout de même assez chaud. Et ça a tendance à plutôt générer des sécheresses sur notre secteur. Donc, on risque de se retrouver à nouveau avec des périodes plus anticycloniques, avec des airs plus chauds. Donc, comment ça se passe? C'est soit vous vous retrouvez avec un air qui vient de l'océan Atlantique et qui arrive en direction des terres. Et à ce moment-là, eh bien, cette eau va se renouveler en continu, beaucoup plus loin. Soit vous avez un phénomène qui fait que si vous avez un anticyclone, au lieu d'apporter de l'eau sur les terres, on va perdre de l'eau. Et on va la perdre très très vite et on va la perdre vite en fonction de la manière dont on a aménagé nos territoires, de la manière dont on a conservé ou pas nos zones humides. En réalité, tout ce qui permet de garder, de conserver l'eau, fait qu'on n'est pas atteint dans ces périodes où l'eau a tendance à partir. Je vous donne un exemple peut-être plus illustrant qui se passe à l'autre bout du monde, mais parmi les géants mondiaux de l'eau, eh bien, on a le Brésil, qui est un des plus grands aujourd'hui châteaux d'eau planétaires. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de ces vents dominants arrivent de l'océan Atlantique en direction de l'Amazonie. Et ensuite, ça se renouvelle. Et ça se renouvelle. Et c'est cette eau qui rentre sur le Brésil
qui permet ensuite d'avoir de l'eau en Colombie jusqu'en Uruguay. Toute l'Amérique du Sud est complètement alimentée par ça. Et de l'autre côté, à la même latitude, vous avez la Namibie, qui est un vrai désert. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6000 ans? Les vents dominants, qui étaient plutôt entrants de l'océan vers les continents, eh bien, ont changé. Et donc, on a transformé toute cette zone en un désert. Il en reste des stigmates, puisqu'on a des énormes aquifères, des énormes nappes phréatiques sous terre qui montent cette période luxuriante. On ne manquait pas d'eau. Mais effectivement, on a tendance à perdre notre eau. Et nous, eh bien, on a tendance à osciller en France entre des périodes où on va avoir, comme actuellement, beaucoup, beaucoup trop d'eau et des périodes où on va perdre notre eau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand nous, on perd notre eau, eh bien, qui perd son eau dans la foulée, juste après, eh bien, par exemple, l'eau qui rentre à Brest, eh bien, permet d'avoir de l'eau à Strasbourg. Et donc, si vous n'avez plus de ces rivières comme ça atmosphériques qui arrivent sur la France, eh bien, à ce moment-là, c'est le Grand Est qui s'assèche et tout ce qui va s'en suivre derrière. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point ce cycle de l'eau, il est absolument planétaire. Alors, je voudrais vous raconter peut-être des choses qu'on ne vous a pas encore racontées sur la question du cycle de l'eau. Il y en a deux. La première, c'est que quand je vous explique à quel point ce cycle de l'eau est complètement relié et à quel point il pénètre dans les terres et il se recycle ensuite, conditionné par la manière dont on a aménagé nos territoires, eh bien, en réalité, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir, d'abord, si on se pose une question, comment est-ce qu'on crée la pluie? Eh bien, il faut savoir que pour créer une pluie, il faut ensemencer un nuage. Alors, on utilise un terme agricole de semence parce qu'on utilise une graine pour pouvoir fabriquer une pluie. C'est très rare les conditions atmosphériques qui permettent de créer des pluies sans avoir des graines. Et donc, alors, quelle est cette graine? La plupart du temps, et notamment sur vos territoires, cette graine, eh bien, sur tous les océans et sur toutes les mers, c'est le sel marin. Le sel marin représente une graine qui ensuite va accumuler des micro-gouttelettes d'eau, d'abord de la glace, puis ensuite des micro-gouttelettes d'eau qui, à la fin, donneront la capacité à la goutte d'eau de se transformer en pluie et de basculer de l'état de vapeur d'eau à l'état de liquide. Et donc, c'est pour ça que 80% des pluies naissent dans les océans et meurent dans les océans. Et ben, il y a tout de même 20-21% qui réussit à arriver jusque sur nos territoires, et sur vos territoires en l'occurrence, puisque vous êtes sur cette frange littorale qui accueille ces eaux océaniques. Et on s'est rendu compte, quand on analysait toutes les eaux qu'il y avait à l'échelle du globe, que juste ces 20% qui naissent dans les océans et qui arrivent dans les terres, eh bien, sont suffisants pour recréer le 2/3 de toutes les pluies sur Terre. C'est-à-dire que si on fait un bilan, le 2/3 de toutes les pluies naissent dans les continents et pas dans les océans. Et c'est ces seuls 20% qui permettent ce recyclage. Donc c'est assez incroyable. Et alors on s'est dit, mais c'est quoi la graine à ce moment-là, quand on est dans un continent? Parce qu'on n'a plus le sel marin, passer les embruns et passer un cap de quelques dizaines de kilomètres, à un moment donné, il n'y a plus de sel. Et là, il y a un chercheur dans les années 80, et aujourd'hui, c'est des analyses qui ont été faites au niveau mondial, qui ont montré qu'en réalité, eh bien, cette graine, majoritairement sur Terre, c'était une bactérie. Et cette bactérie, en fait, elle n'existe que sur les plantes, les végétaux et les arbres. C'est une bactérie pathogène qui, en fait, se nourrit et donc de ces végétaux et qui, du coup, a développé sur sa capsule des capacités pour aller absorber l'eau. Et donc, cette capacité qu'elle a autant sur les végétaux pour se nourrir, eh bien, elle va la développer quand elle est emportée par les vents dans les nuages. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir cette capacité de cette bactérie à attirer des micro-gouttelettes de glace, puis des micro-gouttelettes d'eau, qui vont ensuite générer de la pluie. Et quand la pluie va tomber, eh bien, cette bactérie va retomber, et donc elle va retomber plus loin. Alors, elle peut trouver une ville où il n'y a pas un brin d'herbe, et donc à ce moment-là, on ne va pas lui laisser faire long feu. Et puis, elle peut retrouver également des territoires où on va relaisser cette nature présente. Et à ce moment-là, eh bien, elle va à nouveau proliférer partout où elle va se trouver. On a même fait des tests dans des champs agricoles. Si vous mettez des intrants chimiques dans des champs agricoles, effectivement, ça va la tuer. Mais par contre, à la prochaine pluie, eh bien, elle va revenir et elle va à nouveau essayer de retrouver son chemin. Donc, on voit à quel point, en réalité, toute la pluie mondiale,
est principalement lié au fait qu'il y a une bactérie qui a trouvé une stratégie pour réussir à se reproduire et à se développer partout dans le monde. Et cette bactérie, on la retrouve en Antarctique, on la retrouve en France. Tous les chercheurs du monde se sont rendus compte que, eh bien, elle était partout présente et elle est responsable, effectivement, de la manière dont on traite nos vies. Le problème de cette bactérie, c'est qu'à 30 degrés, elle meurt. Et donc, ça signifie que dès que vous avez des situations caniculaires, eh bien, elle ne va pas tenir. C'est-à-dire que quand on a des situations de canicule, quand on n'a pas de phénomène d'ombre, quand on n'a plus de végétaux, eh bien, ce que l'on enlève, c'est cette capacité de fabriquer de la pluie. Donc, on a toujours cru que les forêts et que nos végétaux, eh bien, avaient besoin de pluie pour pouvoir exister. Et il faut savoir que la pluie, pour exister, elle a besoin d'arbres et de végétaux. Et ça, c'est quand même une notion qu'on n'a pas vraiment intégrée. Et alors, si on regarde à l'échelle humaine, nous-mêmes, vous et moi, autant qu'on est, eh bien, on a tous plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines. Et donc, en réalité, si on n'avait pas ces bactéries-là, eh bien, on n'aurait pas justement ce microbiote intestinal et tout cet équilibre et ce système. Et donc, il existe un microbiote dans notre atmosphère qui génère des pluies. Et donc, ça veut dire que ces pluies, on peut les cultiver. Et donc, ça devient tout de même intéressant parce qu'on peut les cultiver à partir de nos territoires. Et la manière dont on va accueillir notre cycle de l'eau sur nos territoires va conditionner la pluie. Et c'est vrai que, eh bien, on a plutôt eu tendance à aménager ces dernières décennies nos territoires en oubliant totalement ce qu'était le cycle de l'eau. C'est-à-dire que, jusque-là, vous avez une goutte d'eau, elle tombe, eh bien, le seul chemin qu'on va lui proposer en général dans une ville, ça va être un trottoir, puis éventuellement un collecteur qui va récupérer cette eau. Elle a en général, suivant les villes, deux chemins possibles. Soit elle repart très très vite dans le cours d'eau à côté en emportant tous les polluants au passage. On l'a très bien vu quand Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine, qui a fait un scandale. Et elle n'a vraiment pas eu de chance parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, donc il y avait beaucoup de polluants. Mais malgré les sommes faramineuses qui avaient été mises sur la table pour essayer de limiter ces entrées d'eau polluantes. Mais ce qui nous montre à quel point, effectivement, la manière dont on pollue une ville, eh bien, la moindre pluie, tout ça repart dans la rivière. Et éventuellement, dans d'autres systèmes, c'est plutôt cette pluie qui va être récupérée et retravaillée ensuite dans des stations d'épuration comme nos eaux usées. Donc, on se rend compte à quel point, eh bien, en fin de compte, on a un peu voulu contrôler la pluie, contrôler le cycle de l'eau, mais on n'a pas vraiment réfléchi au fait que ce cycle de l'eau, il est inhérent à nous, à nos systèmes, et on le voit très bien avec la chaleur qui arrive dans nos villes, ce qu'on appelle ces îlots de chaleur urbains, vous savez, ces espèces de clapets comme ça de chaleur qui arrivent et qui nous étouffent de plus en plus, qui nous montrent notre finitude d'être humain. Et donc, eh bien, dans tout ça, il va falloir libérer ce cycle de l'eau. Et donc, pour le libérer, il va falloir lui laisser de la place. Et donc, pour lui laisser de la place, il faut retrouver la verticalité. Il faut qu'on réussisse à faire rentrer cette eau dans les sols. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et alors, sur le chemin, on m'a expliqué que ici, justement, eh bien, c'était pas vraiment permis et on pouvait pas vraiment retrouver cette verticalité, tout simplement parce que il y a des territoires dans lesquels il y a des champs captants, il y a notamment des potentielles pollutions diffuses. Et le fait de relaisser cette verticalité à l'eau trop vite, rejoindre la nappe, eh bien, vous risquez au contraire de ramener beaucoup plus vite trop de polluants. Donc en fait, il y a tout un jeu à avoir, où il y a certains territoires dans lesquels il faudra au contraire au maximum réussir à restaurer ces zones humides, à restaurer tous ces équilibres, et puis surtout à donner le plus long chemin possible à la goutte de pluie. C'est finalement le travail qu'on aura à faire, c'est de freiner le cycle de l'eau. Parce que aujourd'hui, à l'échelle planétaire, il est en train de s'accélérer à peu près partout. Alors, comment est-ce qu'on voit qu'un cycle de l'eau s'accélère? Eh bien, on le voit parce que vous avez beaucoup plus de sel qui reste dans les océans. Donc, aujourd'hui, on a des images satellitaires avec la NASA qui nous permettent de voir les taux de salinisation qui augmentent et donc qui sont directement en fonction du flux d'évaporation. Et donc, l'eau s'évapore beaucoup plus vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, la vapeur d'eau, c'est quoi? C'est un gaz à effet de serre. On ne nous en parle jamais, on ne nous le dit pas. Tout simplement parce que, contrairement au CO2, il reste 9 à 10 jours dans l'atmosphère. Il traverse à peu près, une goutte d'eau, elle traverse à peu près 1000 km et elle finit par redescendre.
Alors que le CO2, quand vous l'avez émis au début du siècle dernier avec les émissions de chemin de fer, vous en avez encore dans l'atmosphère, puis ça va se diffuser un peu partout. Alors que, eh bien, la vapeur d'eau, elle est plutôt assez locale, c'est-à-dire qu'elle va venir, elle va s'évaporer, mais ensuite elle va être reprise dans des rivières atmosphériques et elle va repartir. Mais, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que 97% des gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, ce qui permet de faire en sorte d'avoir une terre habitable. Alors, ça paraît énorme, mais on n'est pas non plus dans un hammam, et donc, en réalité, la quantité d'eau atmosphérique, c'est en général moins de 1%. Donc, c'est vraiment absolument infime, et pourtant, c'est ce qui permet l'effet de serre, qui à la base est quelque chose de très positif, qui est quelque chose qui nous protège, cet effet de serre, et qui nous permet d'avoir des températures très acceptables, de ne pas être en plein désert avec des températures très froides la nuit, des températures très chaudes la journée. Si vous allez sur la Lune, on monte à 200 degrés le jour et puis on descend à moins 180 degrés la nuit. C'est un tout petit peu plus compliqué pour vivre là-bas. Je ne sais pas comment Elon Musk va aller vivre sur Mars, mais je lui souhaite bon courage pour faire de l'agriculture là-bas. S'il peut y rester d'ailleurs, c'est pas bien. Et donc, si vous voulez, en fait, commencer à comprendre ça, c'est commencer à comprendre à quel point, en réalité, cette vapeur d'eau, une fois qu'elle est émise, qu'est-ce qui va se passer? Elle va réchauffer l'atmosphère localement, massivement l'atmosphère. 60 à 80% de l'effet de serre mondial est lié à la vapeur d'eau. En quantité, c'est 97%, mais en effet, c'est 60 à 80%. Donc, une fois qu'elle remonte, elle est là, elle va réchauffer. Mais qu'est-ce qui se passe quand on réchauffe quelque chose? Eh bien, vous allez réattirer à nouveau plus de vapeur d'eau, parce que vous allez réévaporer dans les océans, et vous allez notamment, dans nos champs, avoir de l'évapotranspiration beaucoup plus intense, puisque vous avez des sols qui sont assoiffés et qui vont aller pomper encore beaucoup plus d'eau. Et donc, cette eau, elle continue à monter. Et puis, c'est un cercle comme ça, qui continue en continu, qui ne s'arrête jamais, sauf qu'à un moment donné, elle finit par retomber, donc elle est prise dans des rivières atmosphériques, et on retrouve les inondations qu'on peut voir un peu partout. Donc, quand on me dit effectivement il y a plutôt beaucoup d'inondations, c'est un peu l'avers et le revers d'une même médaille. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez augmenter la capacité de recevoir de la vapeur d'eau, sauf que cette vapeur d'eau, pour qu'elle puisse retomber ensuite, faudrait-il encore qu'elle trouve un chemin. Donc, chez nous, dans nos villes, on voit à quel point on a une explosion galopante de nos villes où, en fait, regardez la ville en étant un cycle de l'eau et vous comprendrez à quel point vous avez absolument aucune place possible. Vous allez être cadré, géré, mais derrière, il n'y a plus cette possibilité. Et pourtant, avant, quand on regarde les anciens habitats, on avait, chez nous, des anciens cuvelages situés sous nos bâtiments qui nous permettaient de récupérer les eaux de pluie, qui nous permettaient d'arroser nos cours d'eau, nos jardins. Donc, en fait, on devrait aujourd'hui être capable de transformer complètement nos territoires et de réussir malgré tout à retrouver cette capacité. Alors, on m'expliquait qu'effectivement, on ne peut pas récupérer partout de l'eau de pluie localement, mais on peut la récupérer, par exemple, dans des cuvelages enterrés et s'en servir sur les espaces verts dans les périodes de sécheresse. Donc, il y a plein de solutions, en tous les cas, pour essayer de jouer intelligemment avec ce cycle de l'eau qui s'accélère. Le cycle de l'eau, aujourd'hui, c'est un peu comme un hamster, vous savez, dans une roue. Vous lui rajoutez de l'eau en continu, et en fait, finalement, il va beaucoup plus vite. Donc, aujourd'hui, on arrive à le mesurer. C'est à peu près 7% d'augmentation de la vitesse du cycle de l'eau planétaire sur uniquement ces dernières années. Donc, effectivement, on va être de plus en plus soumis à ces extrêmes. Et donc, ça, c'est un fait. Alors déjà, voilà, peut-être quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est le fait de comprendre que déjà, ce cycle de l'eau est vivant. Et ça, on ne nous l'a pas raconté à l'école. Donc, c'est une première chose. Il y a même, au-delà des bactéries, il y a des spores, il y a plein de choses dans l'atmosphère. C'est un vrai microbiote. Mais au-delà de ça, il y a autre chose qu'on ne nous a pas raconté. Et plutôt un mensonge qu'on nous a raconté à l'école. On nous a dit que le cycle de l'eau était renouvelable. Et alors là, par contre, c'est un gros mensonge qu'on nous a raconté. Et malheureusement, tous nos systèmes se sont basés là-dessus. D'ailleurs, la première question qu'on me pose quand je vais en général à la télé, c'est « Oh Emma, il a plu la semaine dernière, on n'a plus de problème de sécheresse. » Donc effectivement, dès qu'on voit une pluie, on est persuadé que ça va recharger toutes les nappes et qu'il n'y aura aucun problème. Alors, c'est le cas par endroit, par moment. Effectivement, là, les nappes sont sacrément rechargées en France, on n'a vraiment pas de problème. Mais par contre, si on va se balader un peu ailleurs, et c'est là où ça devient intéressant de comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau ailleurs, on se rend compte que, par exemple, quand on part en Inde,
eh bien, on avait jusque-là des nappes qui étaient à moins 4 mètres de profondeur, des petits puits qui étaient faits par des agriculteurs locaux. Et maintenant, vous descendez à moins 500 mètres et vous n'avez plus d'eau. Vous allez en Californie, par exemple, eh bien, vous avez aujourd'hui l'usage d'outils qui sont utilisés pour le pétrole pour pouvoir prélever à moins 500 mètres de profondeur de l'eau. Et la logique, quand vous demandez aux agriculteurs locaux là-bas, qu'est-ce que vous faites? Ils vous disent, on pompe toute l'eau, une fois que ce sera fini, on changera de territoire. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que, eh bien, cette eau, on l'a tout de même pompée un peu partout dans le monde. Et on l'a pompée parce qu'on en a besoin pour tout, partout. Vous et moi, eh bien, on consomme en moyenne 5000 à 7000 litres d'eau par jour. Que vous preniez une douche ou un bain, peu importe, que vous fassiez des économies d'eau ou pas. Ces économies d'eau, elles vont servir localement à la ressource en eau. Mais par contre, si on s'habille, eh bien, il a fallu des champs de coton. Et donc, il a fallu de l'eau qui a été fabriquée en Ouzbékistan parce qu'il y a une époque où Staline, à un moment donné, décidait de réussir à vêtir de l'Union soviétique massivement. Il a pris 1,2 million de punis de la guerre de l'époque. Et donc, il a fait tracer des tranchées énormes et il a détourné complètement la mer d'Aral pour arriver dans les plaines d'Ouzbékistan. Alors cet héritage-là fait qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y aurait pas de fast fashion possible si on n'avait pas eu Staline. Et donc c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que finalement l'histoire nous raconte quand même des choses assez intéressantes parce que si on n'avait pas eu cette force de propagande, eh bien nous n'aurions pas eu autant de coton pour pouvoir achalander le monde entier. Sauf que bien jusque-là, on a avancé un peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on prélevait, encore dernièrement, je discutais avec des grands industriels français qui prélèvent soit pour des cosmétiques derrière, des eaux avec des vertus extraordinaires, etc. Et en fait, les ingénieurs de l'époque leur ont dit non, non, mais on a des tuyaux grands comme ça, donc on va devoir faire un forage énorme, alors qu'en fin de compte, ils avaient besoin de même pas 5% de l'eau. Eh bien, en fait, on allait en prélever plus et puis vous la jetterez derrière. Donc, en fait, on ne s'est jamais vraiment trop posé de questions. Et surtout, quand vous avez un forage qui est en cours d'utilisation, vous l'arrêtez pas pour regarder où vous en êtes. Donc, on est persuadé que l'eau, finalement, revient. Et puis, la NASA est arrivée au milieu de tout ça avec un double satellite qui s'est mis à faire le tour de la Terre. Et en 20 ans, ils ont réussi à sillonner l'intégralité de notre planète. Et là, on s'est rendu compte avec effroi que 21 des 37 plus grands aquifères, les aquifères, c'est une énorme nappe profonde, eh bien, étaient en voie d'extinction dans le monde. Et qu'on ne s'était absolument jamais posé de questions. Alors, c'est pas trop l'aquifère qui est situé à côté d'ici, c'est plutôt l'aquifère chinois, mais qui nourrit 1 milliard de Chinois actuellement dans des rizicultures qu'on prélève dans des nappes profondes. Comment est-ce qu'on va nourrir ce milliard de Chinois dans 5 ans quand ces eaux se seront taries? Eh bien, ces questions-là, on ne se les a pas trop posées. Et surtout, on est un peu persuadé que cette eau, elle va revenir, puisque le cycle de l'eau se renouvelle. Sauf qu'on a commencé à faire des études, et par exemple, quand vous allez aux États-Unis, dans le Middle West américain, eh bien là-bas, on s'est rendu compte que si on voulait reconstituer les aquifères suite à l'agriculture intensive américaine qui a été faite là-bas, alors principalement parce que les ailes de poulet sont très à la mode, et donc il a fallu faire beaucoup de choses soja là-bas localement pour fabriquer beaucoup de poulets. Et donc c'est intéressant d'ailleurs de voir comment les menus des grands systèmes américains conditionnent directement les territoires. Et donc là-bas, on s'est rendu compte qu'il faudrait 2700 ans de pluie pour reconstituer l'aquifère. Et donc c'est là où on se rend compte qu'un aquifère, ça ne se reconstitue pas aussi vite que ça. C'est-à-dire que parfois, ça s'est rempli en 100 000 ans, en 1 million d'années, et vous arrivez, vous mettez un système magique et une pompe, et vous allez la pomper, et vous allez faire de la richesse grâce à ça. Et c'est ce qu'a fait l'Inde quand elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pomper d'abord sur son territoire. Elle s'est dit, bah, génial, je vais pouvoir me nourrir, je vais arrêter d'avoir des famines. Et le monde entier l'a regardé. Et le monde a regardé aussi l'Asie de la même manière. Et on s'est dit, ah mais attends, nous aussi, on va tout fabriquer en Inde. Déjà, ça coûte pas cher. Et puis, il y a l'eau qui est nécessaire pour pouvoir fabriquer. Donc, c'est pour que toute cette eau-là, qu'on consomme, vous et moi, c'est 5000 à 7000 litres d'eau par jour. C'est derrière tout ce qu'on a
quand on veut fabriquer un téléphone portable, nos vêtements, ou bien notre assiette, il faut compter à peu près 1 litre d'eau par kilocalorie. Donc on a 3 000 à 5 000 litres d'eau cachée dans notre assiette, suivant si elle est carnée ou pas. Puis tout dépend où a été élevée cette viande d'ailleurs. Donc en fait, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a vidé des réservoirs profonds. Et donc, ce cycle de l'eau n'est pas si renouvelable que ça. Et ces quantités d'eau qu'on a retirées, on en a retiré tellement qu'il y a une étude de géophysique très très sérieuse, hein. Au début, j'ai cru que c'était presque une blague, tellement c'était incroyable, et bien qui nous a expliqué qu'on a été capable de modifier l'axe de la Terre de 80 centimètres vers l'est, tellement on a pompé d'eau sous terre. Et donc, cette eau-là que vous avez pompée, vous la laissez en surface, eh bien, c'est 30% de la surélévation des océans qui est liée à cette eau profonde que l'on a prélevée en quantité et qu'on a été capable de remettre. Et donc, il y a une partie qui repart dans les océans, mais tout le reste repart dans l'atmosphère, reprécipite. Et quand elle reprécipite, elle cherche son chemin et elle ne le trouve pas vraiment. Et puis, bon, on est quand même tous loin de faire des villes éponges partout. Mais j'ai l'impression qu'il y a de grandes initiatives qui se créent et parfois justement de petites collectivités qui viennent créer quelque chose de nouveau. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où elle trouve pas son chemin, elle repart en surface en réemportant ses polluants et finalement, on est en train de créer un système avec un cycle fermé. Donc voilà peut-être 2 petites choses que je voulais vous raconter sur le cycle de l'eau. C'est que ça fait très longtemps qu'il est plus renouvelable parce que l'humain est passé par là et qu'aujourd'hui, c'est un cycle de l'eau absolument humanisé. On essaye de préempter chaque partie du cycle de l'eau, que ce soit l'atmosphère, vous avez dû entendre parler des apprentis sorciers qui à la fois réussissent à produire plus de pluie. Aujourd'hui, quand on avait la crise des bassines en France, par exemple, eh bien, en Mexique, on avait une crise agricole qui était liée au fait qu'il fallait des millions d'euros pour fabriquer beaucoup plus d'ensemencement artificiel de nuages pour les agriculteurs. Donc, on voit qu'il y a des tensions qui se jouent actuellement à cause de la question de l'eau. Et puis la question de l'eau, c'est aussi une question énergétique. On parle souvent de besoin et de manque énergétique, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que pour fabriquer de l'énergie, il faut beaucoup d'eau. Donc voilà, je voulais vous raconter un petit peu 2 petites histoires déjà sur ce qu'est ce cycle de l'eau et puis vous dire à quel point il est absolument global, ce cycle de l'eau, mais les réponses sont aussi absolument locales et tout ce que l'on transforme localement, eh bien, va non seulement aider localement, mais va aussi avoir des impacts et à l'échelle planétaire, et ça je vous raconterai un peu plus tard, à quel point tout ce cycle de l'eau finalement ne fait qu'un et relié. Merci beaucoup. On a de nombreuses études qui nous montrent à quel point sur les plus hautes montagnes qu'on a, hein, même sur l'Himalaya aujourd'hui, au-delà d'avoir une obstacle qui va venir avec ses déchets qui lui va les ramasser, eh bien au-delà de ces questions-là, on a vraiment des pluies avec des plastiques. Alors, est-ce que j'ai la solution? Moi, j'en ai parlé avec le ministre de l'écologie en lui disant mais je comprends pas pourquoi on va pas plus vite, pourquoi on va pas plus loin, mais à un moment donné, il va falloir être audacieux, etc. Et je crois que j'ai l'impression que c'est un espèce de d'hydre comme ça derrière, avec tellement de branchements qui font que c'est tellement complexe et à la fois ce serait tellement simple. Ce serait tellement simple parce que 10% de tout le plastique mondial aujourd'hui, c'est principalement Coca et Pepsi. Euh, on avait des solutions dans les années 70-80 qu'on a complètement perdues. On voit très bien tous les scandales qui se déroulent sur les eaux minérales en continu. D'abord sur le chlorothalonil qui concerne autant l'Évian que derrière nos robinets. Et bien, et personne ne le dit, mais l'aquifère d'Évian est complètement rempli de chlorothalonil. Et puis à la fois, ces scandales qu'on a vu arriver avec Vittel, où les habitants n'ont plus d'eau quand ils tournent le robinet, ils voient passer devant eux des camions citernes. C'est des vraies questions sociétales à un moment donné, d'acceptation. Qu'est-ce qu'on est prêt à permettre en réalité? Et puis après, il y a d'autres questions qui sont posées, qui là deviennent un peu plus, qui nous interrogent. On se retrouve avec des eaux qui normalement sont embouteillées en étant directement potables. Et là, on se rend compte qu'elles ont besoin de quasiment les mêmes traitements que l'eau que l'on va amener dans notre robinet.
parce que il y a des vraies problématiques sur la qualité de l'eau. Et puis, il y a le dernier scandale en date qui arrive, et là, on se rend compte qu'il y a 240 000 microparticules de plastique dans une bouteille d'eau en plastique, parce que tout simplement, l'eau est un solvant, est un énorme solvant, et que ce plastique traverse notre barrière intestinale et on le retrouve même jusque dans nos cerveaux. Donc, c'est vrai que quand on voit des pubs on a l'impression que ça nous rajeunit à vue d'œil et qu'on n'a qu'une envie, c'est de donner ça à nos enfants. J'ai quelques petits soucis avec ça, et je me dis quand est-ce qu'on va effectivement prendre conscience qu'à un moment donné, on est en train de privatiser et s'approprier des ressources en eau. Donc je crois qu'il y a un vrai cheminement que l'on doit faire tous. Il y a encore des sujets, alors je ne sais pas exactement quel est le chemin de l'eau, vous m'en reparlerez ici, mais moi qui suis à Paris depuis quelques années, eh bien, j'ai un filtre assez puissant que je change tous les ans et qui me permet d'avoir une eau de super qualité que je donne à mes enfants et qui marche très très bien. On n'est pas obligé non plus d'acheter des systèmes en plastique avec des filtres qui changent aussi toutes les 3 semaines. Il y a des systèmes qui sont bien meilleurs. Et puis, même si je sais que la qualité de l'eau à Paris est plutôt excellente, parce que derrière, en plus, je suis au conseil d'administration d'eau de Paris, alors je peux en parler. Parce que je vois ce qui arrive dedans. Il y a une partie d'aquifère profond, il y a une partie d'une eau qui est amenée, qui est protégée, puis en même temps, il y a un travail énorme qui a été fait pour transformer les terres en bio dans toutes ces zones-là, les préserver, etc. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, eh bien, c'est intéressant, c'est qu'à force de boire de l'eau du robinet, où j'enlève effectivement le chlore, parce que sur le plan organoleptique, c'est pas vraiment génial, hein, c'est pas très agréable, et donc on doit tout de même réussir à apporter ces solutions aussi à l'échelle de chacune de nos maisons pour l'enlever et pour se réconcilier avec notre eau du robinet. Eh bien, quand je rebois une bouteille en plastique, je sens le goût du plastique. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est assez interpellant quand on se rend compte qu'on se fait manger des fois notre cerveau par le marketing environnant. On va payer 100 à 500 fois plus cher une eau, alors que parfois, elle viendra du même endroit. Donc voilà, il y a quelques questions à se poser sur cette eau et sur ce plastique. Je ne sais pas quoi vous dire, tellement c'est tellement désespérant. Là, il y a une loi, ça évolue. J'ai participé à la signature sur le fait qu'on arrête les petites bouteilles en plastique. C'est déjà une avancée. Donc, on a été quelques-uns à essayer de prôner le fait de dire, bon, 3 gouttes d'eau pour autant de plastique jeté, en sachant que 90% de ce plastique ne sera jamais traité dans le monde et sera déposé dans des décharges à ciel ouvert. Parce qu'on a toujours l'impression qu'en fin de compte, quand on jette cette bouteille d'eau, c'est la solution magique dans la poubelle. Sauf que la poubelle ne sait pas du tout gérer tout ça. Et ça finit en général ailleurs et dans des décharges à ciel ouvert. Donc, voilà, je crois que remettre tout ça, toutes ces questions cruciales, retrouver cette circularité, réussir à peut-être se reconnecter aussi à nos eaux minérales, parce que c'est très français, les eaux minérales. On a un rapport depuis une longue date à Hannibal avec ses éléphants à traverser la France pour ses eaux minérales. Georges Sand en parlait. Enfin, on a une vraie histoire qui est très française du développement des eaux minérales. On a été les premiers à vraiment accueillir cette eau remplie d'un microbiote, d'une certaine flore et de l'accepter. Mais l'accueillir dans des bouteilles en verre, eh bien, ça permet de partager avec de la silice, donc en fait de plutôt enrichir son corps en silice plutôt qu'en microplastique. Et à ce moment-là, il faudrait que cette bouteille elle finisse pas dans une poubelle et qu'effectivement on puisse l'amener plus loin. Donc je crois qu'il y a des vrais enjeux de société, il y a des vraies décisions qu'il faudra prendre. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de solutions qu'on n'a pas toutes testées et qu'on est très très loin d'avoir mises en œuvre. Et peut-être un dernier point, parce que ça peut être un peu parfois affolant de voir tous ces résultats scientifiques. Alors je peux vous le dire, hein, on remet la Terre tourne plus très vite, hein, depuis qu'elle a un peu flanché. Hein, on la remettra pas droite, très clairement. Mais par contre, partout où on restaure le cycle de l'eau, on a des résultats absolument incroyables. Et en 6 ans, on est capable de transformer la qualité des sols et de recréer une météorologie locale, de recréer des pluies et d'avoir des forêts luxuriantes qui naissent. Et je vois ça partout dans le monde. Je crois que la nature est très résiliente et ça nous montre tout de même une voie qu'on peut emprunter. Voilà, merci. Bravo. Et effectivement, j'ai été à Evian. J'ai fait une conférence là-bas et je me suis retrouvée face à la patronne de Danone qui me regardait avec un œil un peu. Pas très chaleureux, j'ai envie de dire. Et effectivement, quand j'ai expliqué qu'il fallait, quand on fait Danone, eh bien, et surtout quand on est une jeune femme, qu'on a des enfants,
eh bien, être non seulement courageuse et prendre les bonnes décisions à la hauteur des enjeux qu'on a actuellement. Et elle m'a regardée, elle m'a expliqué que vous comprenez, pour les jeunes femmes allaitantes, elles ont besoin d'une eau pure qui descend des glaciers. Et que cette eau pure, sinon, on la perdrait dans le lac Léman. C'est tellement dommage de la perdre dans le lac Léman. Et donc, voilà, c'est compliqué de pouvoir raconter tout ça. Alors, j'en parle, je suis en train de finir une BD pour justement, dans notre rapport aux plus jeunes, dans ce lien intergénérationnel. Qu'est-ce que je raconte à ma fille qui regarde Instagram? Qu'est-ce que je raconte à mes plus petits qui grandissent? Et comment est-ce que je leur permets de prendre conscience de tout ça? Et je parle à un moment donné de ce rapport que l'on a à l'eau. En fait, on a encore tellement de choses à raconter, à expliquer. Et le problème, c'est que quand les gens se tournent vers l'eau du robinet, il y a aussi des scandales sur des eaux du robinet, parce que derrière, il y a des polluants, parce qu'il y a quand même un certain nombre de vrais sujets. Aujourd'hui, vous allez en Bretagne, derrière, on a des vraies questions qui se posent. Le chlorothalonil fait partie de ces questions-là. Et je terminerai peut-être sur un point. Vous avez cité beaucoup de choses qui, effectivement, c'est des chiffres que j'avais suivis quand j'étais chroniqueuse sur France Info. J'avais fait des chroniques sur l'eau minérale, et ces chiffres et ces milliards d'euros de bénéfices sont affolants. Effectivement, et c'est vraiment, c'est de l'or bleu, mais alors au sens or plus que bleu. C'est assez impressionnant. Et donc tout ça pour vous dire que effectivement, on a un enjeu crucial de communication, du fait de faire passer des messages, parce que on est encore dans une ère de la publicité, et c'est encore très complexe aujourd'hui de réussir à embarquer les gens quand ils ont toujours été convaincus que c'était bien mieux d'acheter des eaux embouteillées, et donc on est vraiment face à une vraie question culturelle qu'il va falloir craquer. Je pense que ça passe par nos enfants, dans nos écoles. Et d'ailleurs, je peux vous rajouter un petit élément. Vous savez que tous les jours, on a de l'eau intergalactique qui arrive dans notre cycle de l'eau humain, puisqu'on a des météorites de glace qui arrivent et qui fondent dans l'atmosphère, et on en a des dizaines de milliers chaque jour. Et donc, en fait, on a une partie de notre cycle de l'eau qui vient de ce cosmos. Et d'ailleurs, on en a une partie qui repart, parce qu'on a des molécules qui s'arrachent dans notre atmosphère et qui repartent directement. Donc, on est tout de même assez connecté sur le plan intergalactique. Voilà. Bon courage pour la suite. Il va falloir ramener ça très local. Donc, vous buvez de l'eau qui s'intéresse ce soir. Exactement. On va passer peut-être à un zoom un peu plus gros en descendant vers la métropole. On a vu dans les discussions que l'eau du robinet était moins chère, mais pour autant, est-ce qu'il faut la gaspiller? Donc, ça, c'est une question que je vais poser à Sylvie Castrucciot, donc de la régie de l'eau. Avant de répondre à cette question, je vais vous demander de présenter la régie. Enfin, on la connaît, on boit tous de l'eau du robinet, mais en tout cas, derrière l'eau du robinet, il y a un certain nombre d'agents et des surfaces de captage d'eau qui sont impressionnantes. Bonsoir à tous. Alors, présenter la régie, c'est d'abord dire deux mots quand même sur la politique. C'est dire deux mots sur la politique de la métropole dans ce cosmos qui nous a été donc très bien dessiné par Emma Aziza, dans lequel on se sent tout petit. Mais en même temps, la métropole aujourd'hui, effectivement, elle est confrontée sur le réchauffement climatique, à ce que nous avons produit, nous, les humains, et qui nous a invités en 2020 à s'engager dans une politique de transition écologique, de résilience. Et on a donc, entre autres, fait deux choix qui me semblent très importants. C'est d'introduire, ce que nous n'avions pas fait jusqu'à maintenant, une taxe GEMAPI, c'est-à-dire que nous sommes engagés dans une gestion des eaux, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Et pour cela, nous nous sommes donné des moyens que nous avons été chercher aussi auprès de vous, des usagers, des citoyens, puisque nous avons mis en place cette taxe GEMAPI qui nous donne les moyens de pouvoir agir sur le grand cycle de l'eau à l'échelle de notre métropole. Et une deuxième politique que nous avons choisi de mener, c'est la gestion publique de l'eau, en créant une régie, la régie publique de l'eau. Alors, la gestion publique de l'eau, pourquoi? Parce que cela a été dit, l'eau c'est un bien commun, c'est vital, c'est essentiel. Effectivement, il faut la protéger, il faut la préserver, il faut la partager aussi sur nos territoires.
Nous ne sommes pas tous égaux dans tous les territoires par rapport à cette ressource qui se raréfie aussi et qui fait quelquefois d'ailleurs on peut souffrir de trop d'eau, pas assez d'eau, ça a été dit. Et donc de s'engager dans une gestion publique de l'eau, c'était se donner les moyens d'une gestion sur le long terme. Jusqu'à maintenant, nous étions dans une DSP, dans une délégation de service public, voire donc une concession, hein, c'était avec Suez pour l'eau potable, hein, Veolia pour l'assainissement aujourd'hui. Nous avons décidé de reprendre la main, de reprendre la maîtrise. Alors on maîtrise pas tout, on l'a vu, mais on ne peut pas tout maîtriser, mais on a quand même à agir. On a à agir sur ce cycle de l'eau, dans le grand cycle de l'eau et sur le petit cycle de l'eau. La régie, elle s'intègre dans le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire sur le prélèvement de l'eau, de la ressource, de sa distribution, de son traitement. Et donc, en créant cette régie, on se donne le temps de la gestion sur le temps long pour effectivement, et je salue Françoise Goulard ici présente, qui est notre directrice de la recherche innovation à la régie, qui, au regard des études, et vous l'avez entendu, nous avons besoin d'hydrogéologues, et pas que d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de spécialistes, de scientifiques qui nous aident à retraduire les effets, le travail du GIEC donc, et l'impact du réchauffement climatique à notre échelle, petite échelle de la métropole, et qui nous invite donc à voir quel sera l'équilibre entre besoins ressources dans les années à venir au regard de notre population qui n'arrête pas de se densifier, au regard d'un territoire qu'il convient peut-être de réaménager. Et donc, cette régie, elle s'inscrit dans ce temps long. On se donne les moyens de la recherche, on se donne les moyens aussi d'agir sur cette ressource pour l'économiser au mieux. Donc, je parlerai du plan d'économie d'eau. On se donne les moyens d'aller rechercher aussi des eaux non conventionnelles, d'aller chercher aussi des alternatives pour pouvoir répondre à nos besoins. Pour cela, donc, cette régie, qui a été créée en 1er janvier 2023, pour ce qui concerne l'eau potable, doit intégrer l'assainissement en 2026. Eh bien, déjà, depuis 2023, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui distribue l'eau potable sur toute la métropole et qui, sur 23 communes. Quelques communes qui sont encore, ça c'est historique, dans des syndicats avec d'autres communes mitoyennes à notre métropole. Je pense à Carbon-Blanc, Artigues, je pense à Martinez. Donc pour cette eau potable, 23 communes qui en sont desservies, c'est 490 salariés qui travaillent avec donc bien sûr différentes services dont je vous ai parlé et qui se chargent donc à la fois du prélèvement à la source, et je vais vous dire d'où elle vient, et à sa distribution en passant bien évidemment, comme ça a été dit, sur l'exploitation et sur les canalisations bien sûr et sur les traitements pour faire en sorte de distribuer une eau de qualité. Donc il n'est pas besoin à Bordeaux Métropole d'acheter de l'eau minérale. Vous avez bien raison. L'eau de la métropole, l'eau de Bordeaux Métropole, c'est de l'eau de qualité, zéro déchet, et qui est 200 fois moins chère que effectivement de l'eau en bouteille plastique. Je vous ai parlé donc du nombre de salariés, je vous ai parlé donc de son objet, de ses missions, et donc des moyens qu'elle se donne pour effectivement agir par le biais des économies d'eau pour arriver dans un schéma, et ça c'est vrai qu'on se donne ce temps-là aussi, il faut que vous le sachiez, hein, faire œuvre de sobriété. On le dit, sobriété, c'est aujourd'hui un maître mot dans toutes nos politiques. Il faut que vous disiez que en France, il y a une politique qui est de l'eau et l'eau. C'est-à-dire que c'est en vendant de l'eau que nous pouvons mener à bien notre action. Et ça veut dire que quand on aura moins de recettes, parce que nous souhaitons effectivement économiser l'eau, il va falloir effectivement trouver d'autres moyens pour agir. C'est important que vous ayez ça aussi à l'esprit. Et donc, nous avons un plan d'économie d'eau qui est important. Je vous ai parlé, je vous ai pas dit, mais nous avons aussi, quand je parle de eau non conventionnelle, nous avons de l'eau industrielle. Nous sommes une ville d'eau, Bordeaux, hein,
au bord de la Garonne, un estuaire de 75 km, avec des risques d'inondation quand il y a trop d'eau, avec des chevelures aussi. On a les javes, on a le pug, on a les ontines. L'eau que nous prélevons, on la prélève dans nos eaux, dans nos nappes souterraines, dans nos nappes profondes. Nous avons de la chance en Gironde. Nous sommes des enfants gâtés. Nous avons de l'eau qui est très très ancienne. On parle de l'eau de Cro-Magnon, qui est donc une eau de très belle qualité, que nous puisons donc sous nos pieds. Hélas, dans la Gironde, on va dire qu'on a plusieurs nappes profondes. Et nous, sur Bordeaux Métropole, nous sommes plutôt sur l'Éocène. On a l'Oligocène qui est effectivement importante, mais on a aussi notre l'Éocène qui est encore plus ancienne, qui se raréfie un peu plus. On a, dans les années à venir, on le sait, quand je vous parlais de ces études du GIEC que nous sommes en train de travailler aujourd'hui, on sait que nous allons avoir besoin de plus d'eau. Alors, on sait aussi qu'il faut peut-être revoir notre aménagement du territoire, il faut revoir aussi notre densité de population sur notre agglomération. Mais en tout cas, nous n'aurons pas assez d'eau. On a déjà un projet de Jean Captan pour non pas être sur plus d'eau, mais pour soulager la nappe de l'Éocène dans laquelle nous allons puiser notre eau. Pour la soulager, nous allons aller chercher de l'eau à 40 km au nord de Bordeaux, par le biais d'un projet très structurant des Jean Captan de du Médoc qui est dans les tuyaux depuis maintenant très longtemps, peut-être trop longtemps d'ailleurs. Ça, c'est pour soulager notre eau, mais nous allons effectivement devoir trouver aussi une autre ressource. On y travaille et on y travaille surtout sur les eaux usées traitées. Vous avez entendu parler, on appelle de la réhute, ce sont ces eaux non conventionnelles qui nous permettraient effectivement d'utiliser ces eaux usées traitées, je dirais à bon escient, plutôt que d'utiliser de l'eau potable par exemple dans nos toilettes, dans nos salles d'eau, c'est là où on consomme beaucoup d'eau, on pourrait utiliser cette eau-là. On est en train effectivement de faire des recherches actuellement pour essayer de trouver le meilleur équilibre entre l'eau, cette ressource que nous avons, que nous devons préserver, protéger, et cette eau que nous devons aussi consommer, mais peut-être différemment, donc de trouver d'autres usages. Un autre usage, c'est l'eau non conventionnelle qui se trouve sur Salmon-Montferrand, qui permet d'être utilisée, c'est de l'eau de la Garonne, qui est beaucoup moins traitée et qui peut être utilisée par les entreprises dans le bec d'Ambès. On a ces eaux pluviales dont vous avez parlé. On a aussi une expérimentation sur Mérignac, par exemple, d'une retenue d'eau pluviale qui pourra être réutilisée, donc on est toujours dans cette fameuse réhute, qui pourrait être réutilisée pour les espaces verts, pour d'autres usages, effectivement, non pas pour les ménages, mais qui permettra de soulager, là encore, notre consommation en eau. Et puis nous donnons bien évidemment un plan d'économie d'eau. Je vais en laisser quand même une partie à Stéphane Delpebras qui va nous expliquer un peu comment le choix que vous avez fait sur Saint-Médard. Mais en tout cas, nous avons mené avec l'Agence de l'eau une politique de sobriété en eau, d'économie d'eau, avec différentes communes qui se sont engagées avec nous. Il s'agit de Talence, il s'agit du Bouscat, il s'agit de Mérignac, il s'agit de Saint-Médard. Donc je vais vous laisser en parler pour Saint-Médard. Où là, nous allons effectivement nous engager dans un process d'invitation, de sensibilisation, de conscientisation de tous les citoyens de ces communes, de différents moyens, avec des distributions donc de kits hydroéconomes, mais aussi de sensibilisation sur qu'est-ce qu'on consomme, comment on le consomme, comment pouvons-nous diminuer notre consommation. Et par exemple sur Mérignac, et puis je pense qu'il y a une autre commune aussi, qui s'est engagée jusqu'à recruter des ambassadeurs de l'eau pour pouvoir aller chez vous, pour vous interroger, pour étudier avec vous, examiner avec vous comment vous pouvez vous engager dans cette sobriété en eau. Ça, c'est un projet qui est très ambitieux que nous menons avec l'aide de l'Agence de l'eau, qui est donc, ce sont des agences sur le plan national,
qui sont financés par nos ressources, hein, c'est nous qui contribuons, mais qui fait un gros travail de soutien, d'aide au développement de ce type de projet. Pour ce qui concerne les économies, je dirais quand même un autre mot avant de te passer la parole, Stéphane, pour Saint-Médard, pour le dire de façon plus concrète. Nous avons aussi un beau projet sur Bordeaux, puisqu'on est sur Bordeaux Métropole, avec 30 établissements publics qui se trouvent dans le quartier Mériadec et qui ont été... alors là, c'est une démarche qui a déjà été entreprise, hein, elle n'est pas complètement aboutie dans ses préconisations, mais qui nous a permis de faire un travail de diagnostic en partant du principe que nous devons, nous, être exemplaires. Nous, les collectivités, nous, les établissements publics, avant même de demander aussi aux citoyens de faire preuve de cette sobriété, c'est comment nous, dans nos bâtiments, nous nous comportons. Donc, on a fait ce travail avec 30 établissements publics qui relèvent à la fois de l'État, du département, de la métropole. Vous voyez bien où est-ce qu'on est dans le quartier Mériadec. Hein. C'est tous ces services publics, hein, la bibliothèque, etc., qui se sont prêtés à ce travail, et à la fois dans les gestionnaires de ces établissements, et à la fois les professionnels qui y travaillent, hein, pour savoir si leur comportement en entreprise, dans leur lieu de travail, était le même que dans leur foyer, et de pouvoir à partir de là, donc c'est une étude sociologique, c'est une étude technique, hein, de savoir par exemple aussi sur les bâtiments, est-ce que on a une possibilité de réguler, est-ce qu'on a une possibilité aussi de contrôler notre consommation d'eau, comment peut-on agir, et donc cette étude nous permet ensuite de faire des préconisations qui vont pouvoir ensuite se décliner à une échelle beaucoup plus grande. Ça, c'est un projet très ambitieux dans lequel je pense qu'on est en fait très fiers, et je crois qu'il a été retenu, ou il passe de l'être, de le savoir officiellement, mais qui va effectivement obtenir un prix. Parce que là aussi, c'est quand même intéressant de voir comment on ne culpabilise pas que les citoyens dans cette question-là. Nous sommes tous responsables, nous devons tous agir à notre niveau, mais nous aussi, les collectivités, les entreprises, doivent aussi s'engager dans cette dynamique-là. Et on travaille surtout sur les eaux usées traitées. Vous avez entendu parler, hein, on appelle de la réhute, ce sont ces eaux non conventionnelles qui nous permettraient effectivement d'utiliser ces eaux usées traitées, je dirais à bon escient, plutôt que d'utiliser de l'eau potable par exemple dans nos toilettes, dans nos salles d'eau, hein, c'est là où on consomme beaucoup d'eau, on pourrait utiliser cette eau-là. On est en train effectivement de faire des recherches actuellement pour essayer de trouver le meilleur équilibre entre l'eau, cette ressource que nous avons, que nous devons préserver, protéger, et cette eau que nous devons aussi consommer, mais peut-être différemment, donc de trouver d'autres usages. Un autre usage, c'est l'eau non conventionnelle qui se trouve sur Salmon-Montferrand, qui permet d'être utilisée, c'est de l'eau de la Garonne, qui est beaucoup moins traitée et qui peut être utilisée par les entreprises dans le bec d'Ambès. On a ces eaux pluviales dont vous avez parlé. On a aussi une expérimentation sur Mérignac, par exemple, d'une retenue d'eau pluviale qui pourra être réutilisée, donc on est toujours dans cette fameuse réhute, qui pourrait être réutilisée pour les espaces verts, pour d'autres usages, effectivement, non pas pour les ménages, hein, mais qui permettra de soulager, là encore, notre consommation en eau. Et puis nous nous donnons bien évidemment un plan d'économie d'eau. Je vais en laisser quand même une partie à Stéphane Delpebras qui va nous expliquer un peu comment le choix que vous avez fait sur Saint-Médard. Mais en tout cas, nous avons mené avec l'Agence de l'eau une politique de sobriété en eau, d'économie d'eau, avec différentes communes qui se sont engagées avec nous. Il s'agit de Talence, il s'agit du Bouscat, il s'agit de Mérignac, il s'agit de Saint-Médard. Donc je vais vous laisser en parler pour Saint-Médard. Où là, nous allons effectivement nous engager dans un process d'invitation, de sensibilisation, de conscientisation de tous les citoyens de ces communes. Et par exemple sur Mérignac, et puis je pense qu'il y a une autre commune aussi, qui s'est engagée jusqu'à recruter des ambassadeurs de l'eau pour pouvoir aller chez vous, hein, pour vous interroger, pour étudier avec vous, examiner avec vous comment vous pouvez vous engager dans cette sobriété en eau. Ça, c'est un projet qui est très ambitieux que nous menons.
avec l'aide de l'Agence de l'eau, qui est donc, ce sont des agences sur le plan national, qui sont financées par nos ressources, hein, c'est nous qui contribuons, mais qui fait un gros travail de soutien, d'aide au développement de ce type de projet. Pour ce qui concerne les économies, je dirais quand même un autre mot avant de te passer la parole, Stéphane, pour Saint-Médard, pour le dire de façon plus concrète. Nous avons aussi un beau projet sur Bordeaux, puisqu'on est sur Bordeaux Métropole, avec 30 établissements publics qui se trouvent dans le quartier Mériadec et qui ont été... alors là, c'est une démarche qui a déjà été entreprise, hein, elle n'est pas complètement aboutie dans ses préconisations, mais qui nous a permis de faire un travail de diagnostic en partant du principe que nous devons, nous, être exemplaires. Nous, les collectivités, nous, les établissements publics, avant même de demander aussi aux citoyens de faire preuve de cette sobriété, c'est comment nous, dans nos bâtiments, nous comportons. Donc, on a fait ce travail avec 30 établissements publics qui relèvent à la fois de l'État, du département, de la métropole. Vous voyez bien où est-ce qu'on est dans le quartier Mériadec. Hein. C'est tous ces services publics, hein, la bibliothèque, etc., qui se sont prêtés à ce travail, et à la fois dans les gestionnaires de ces établissements, et à la fois les professionnels qui y travaillent, hein, pour savoir si leur comportement en entreprise, dans leur lieu de travail, était le même que dans leur foyer, et de pouvoir, à partir de là, donc c'est une étude sociologique, c'est une étude technique, hein, de savoir par exemple aussi sur les bâtiments, est-ce que on a une possibilité de réguler, est-ce qu'on a une possibilité aussi de contrôler notre consommation d'eau, comment peut-on agir, et donc cette étude nous permet ensuite de faire des préconisations qui vont pouvoir ensuite se décliner à une échelle beaucoup plus grande. Ça, c'est un projet très ambitieux dans lequel je pense qu'on peut être très fiers, et je crois qu'il a été retenu, ou il passe de l'être, de le savoir officiellement, mais qui va effectivement obtenir un prix. Parce que là aussi, c'est quand même intéressant de voir comment on ne culpabilise pas que les citoyens dans cette question-là. Nous sommes tous responsables, nous devons tous agir à notre niveau, mais nous aussi, les collectivités, les entreprises, doivent aussi s'engager dans cette dynamique-là. Je pense, j'ai pas fait le tour parce qu'on a énormément de projets à la régie pour agir sur ce domaine-là, mais je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir selon vos questions. Il y a eu notamment un grand débat entre nous, hein, dans la négociation du fin de contrat avec Suez. Hein, c'est à quel moment on arrête la facture, et à quel moment on stoppe le compteur. Et donc, faites partie, dans le cas que vous exprimez, effectivement, de ceux qui ont eu une estimation qui était faite sur l'année à venir. Bon, on a eu à régler, sachez-le, nous avons eu à régler un certain nombre de factures comme ça, qui ont été surestimées. Dès lors que vous intervenez auprès de la régie, hein, vous faites savoir voilà ce qui s'est passé, quoique là, on arrive maintenant un peu tardivement dans l'affaire, hein, mais lorsque ça s'est produit, en tout cas, on a pu essayer de régulariser et faire régulariser, parce que c'est surtout ça, hein, faire régulariser dans quelle caisse ça retombe. Ça a été effectivement un petit objet de conflit de fin de contrat. Vous n'êtes pas le seul. Donc là, on s'est engagé dans un plan fuite depuis la fin 2023 qui commence à porter ses fruits, parce qu'aujourd'hui, on a un temps de réaction et de réactivité qu'on n'avait jamais connu pour pouvoir donc régler les problèmes dès que nous les connaissons. Donc ça, c'est un plan fuite un objectif que nous sommes fixés, c'est-à-dire de pouvoir augmenter notre rendement. Alors aujourd'hui, on est sur un rendement qui est quand même bon, hein, au regard du rendement moyen national. On est sur un rendement de entre 82 et 84%, et on envisage vraiment d'être beaucoup plus performant qu'on a été. La question de la tarification est un sujet extrêmement complexe. Pour nous y être confrontés, a priori, dans ce que vous dites, tarification progressive paraît la plus logique, la plus pertinente, à savoir différencier l'eau de la piscine de l'eau de la carafe. Alors, c'est quelque chose effectivement que j'ai défendu comme principe, mais j'ai été confrontée à une réalité. C'est que, voilà 10 ans,
nous avons mis en place la tarification de lessive à Bordeaux. On n'a rien inventé. Nous l'avons fait pendant 10 ans. Et en 2022, pardon, lorsque donc en préparation de la création de la régie, on a travaillé sur cette grille tarifaire, eh bien nous avons fait le bilan finalement de ces 10 années pour savoir si on allait continuer, si effectivement cette tarification, elle était aussi efficace et aussi pertinente. Et il s'est avéré que non. Il s'est avéré que non. Pourquoi? Parce que et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas tous égaux, tous les territoires ne sont pas égaux. Bordeaux Métropole, la sociologie de Bordeaux Métropole, c'est la moitié de sa population, c'est un ménage composé de une personne. Il faut savoir qu'on a plus de 40% de notre population qui vit en habitat en habitat collectif, qui n'a pas de compteur individuel, mais un compteur collectif. Et pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ils ne reçoivent pas de facture d'eau. C'est dans les charges. Et donc, et nous avions en plus fait une tarification sociale. Nous avions tous les ans 200 000 € qui étaient affectés pour une tarification sociale afin de délivrer un chèque eau aux familles qui en avaient besoin. De ces 200 000 €, 60 000 € seulement étaient dépensés, étaient demandés aux CCAS, parce que ce sont les CCAS qui étudient, examinaient les demandes des citoyens. Et il s'est avéré que, d'abord, il fallait savoir que ça existait. Là, on est dans le non-recours au droit. Hein. Et en même temps, beaucoup de ces familles ne recevaient pas leur facture d'eau, donc ne connaissaient pas véritablement ce qu'ils dépensaient. Et au contraire de l'énergie, hein, c'est parce que le tarif de l'eau, j'ose le dire ici, et je veux bien qu'on en parle, elle n'est pas chère. L'eau n'est pas chère par rapport à toutes les autres ressources. Donc, et ces familles qui sont dans des habitats collectifs avaient une facturation, enfin les bailleurs, les copros concernés, elles étaient sur la 3e tranche, c'est-à-dire sur la tranche supérieure de ceux qui consomment plus de 5000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire payer plus cher. Donc, c'est avéré que c'était une tarification pour ce qui concerne la métropole, je le dis bien, hein, elle peut tout à fait être intéressante dans d'autres territoires, mais sur Bordeaux Métropole, elle n'était pas juste, elle n'était pas équitable. Et puis, je voudrais quand même vous dire, pour moi, je ne défends pas la gratuité de l'eau, parce que l'eau, elle n'est pas gratuite. L'eau que nous avons au robinet, elle a été, il y a eu des forages, il y a de la distribution, il y a des canalisations, elle n'est pas gratuite. Et donc, faire la gratuité des premiers mètres cubes, il y a des communes qui l'ont fait, hein, des métropoles qui sont engagées. Je fais partie de ceux qui défendent ce principe-là. Je pense que pédagogiquement, c'est pas forcément une bonne chose. Je préfère effectivement qu'on aille s'assurer de l'accès à l'eau à tous, y compris aux populations vulnérables. Et nous mettons en place d'ailleurs à la régie de l'eau un diagnostic actuellement pour nous garantir et pour garantir que tout le monde a accès à l'eau. Je préfère aussi me battre avec la CAF pour qu'il y ait une automaticité de l'aide pour les personnes qui ne peuvent pas payer leur facture d'eau, mais pas de gratuité. J'ai plus envie de vous parler des PFAS, j'ai plus envie de vous parler de pollution émergente, qui pour moi sont des menaces pour demain. C'est-à-dire que vous avez raison, il y a à savoir comment faire demain avec une ressource qui se raréfie, mais en plus une ressource qui est polluée et qui va l'être de plus en plus. Et donc, effectivement, vous parliez des matériaux que nous utilisons. Quand on va renouveler les canalisations, effectivement, on a arrêté les canalisations de plomb, mais tout n'est pas complètement réglé à ce sujet-là. Et puis, on utilise aujourd'hui des produits chimiques qui vont de toute façon altérer aussi l'eau. Si ce ne sont pas les canalisations. Donc, c'est effectivement un vrai problème. Et effectivement, nous donnons à la régie de l'eau les moyens de pouvoir anticiper l'avenir. Je vous ai parlé de la direction recherche et innovation pour justement nous aider à anticiper jusqu'à 2100, puisqu'on est dans cette trajectoire-là, pour voir comment nous pourrons continuer à avoir cette ressource de qualité sur notre territoire.
Et ça demandera effectivement, là je vous ai parlé du petit cycle de l'eau, mais ça demandera aussi de travailler, je vous ai parlé de la GEMAPI, parce que je pense aussi qu'il faut vraiment qu'on s'intègre du petit cycle de l'eau dans le grand cycle de l'eau pour garantir tout cela. Je vais vous dire, avant d'en venir peut-être à Saint-Médard, quand même deux choses. En vous écoutant, madame, je voyais quand même les têtes parfois inquiètes. Hein. Quand on reçoit pas mal, vous savez, de classes qui viennent visiter la mairie, et souvent il y a des questions là-dessus, parce que nous on fait des choses, alors les gens, les enfants notamment, ils disent mais qu'est-ce que c'est finalement l'écologie ou ces questions de protection de la nature. Et moi je leur dis, vous savez, il y a un slogan qui m'agace un peu, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour sauver la planète ou sauver la planète, etc. La planète, elle va continuer à tourner bien après nous. Voilà, il y a plein de planètes qui tournent d'ailleurs en ce moment même autour de nous, dans l'univers. On a une peine à les compter d'ailleurs, beaucoup d'étoiles, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le vivant. C'est la vie possible, les conditions climatiques, de ressources aussi, en eau évidemment, c'est l'agriculture, la capacité de se nourrir. Et vous avez eu la gentillesse de pas trop affoler les populations dans votre exposé, mais en vous écoutant, on voyait bien quand même les problèmes qui étaient devant nous, qui ont commencé d'ailleurs, les conflits, les guerres possibles aussi pour accaparer soit des terres, soit des ressources en eau, le débat sur l'Ukraine, ou même ce qui se passe au Moyen-Orient n'est pas tout à fait déconnecté de ces questions-là aussi. Donc rappelez ça quand même, c'est que l'écologie, c'est pas un sujet abstrait. Il y aurait en quelque sorte la planète et puis nous à côté qui regarderions la planète avoir des problèmes. En fait, c'est nous qui avons des problèmes. C'est ça qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut expliquer aux enfants. C'est ce que j'essaye de faire, mais parfois aussi à leurs parents, à leurs grands-parents. C'est que nous sommes une espèce, en effet, qui est menacée aujourd'hui par l'évolution du climat, la dégradation des ressources. Voilà, donc ça c'est quand même extrêmement important. Sur les solutions, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais j'ai souvent une anecdote aussi pour les enfants, et je leur raconte que mon grand-père, il m'amenait pêcher quand j'étais petit, et comme tout bon agriculteur, on allait à la Dordogne en face du château de Baynac, donc là on pêchait dans l'eau vive. Puis après, il y avait un petit étang. Et quand vous êtes petit, vous adorez, alors quand ça mord, vous voulez continuer, et que ça ne s'arrête pas. Il me disait, non, non, mais il faut qu'on arrête, sinon il n'y en aura plus demain. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que on a vécu très longtemps dans l'humanité avec une consommation, disons, relativement modérée. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand on dit l'humanité consomme trop, moi ça m'agace un peu parce que un paysan du Bénin, il consomme pas beaucoup, quoi. Monsieur Bezos, lui, consomme énormément. Voilà. Et entre les deux extrêmes, il faudrait quand même qu'on se pose quelques questions sur ce qui est tenable ou ce qui l'est pas. Ça a été dit sur l'eau, mais on pourrait parler on a vu avec le changement climatique, on est à peine à 1,2 ou 3, on nous promet 3,4. On a vu les rendements agricoles s'effondrer, par exemple en France, cette campagne là, sur le blé, etc. On imagine ce que ça peut demain donner à 3-4 degrés. Donc c'est à ça qu'on est confronté. Donc nous, on a une stratégie, c'est pour ça que j'en viens là à Saint-Médard, au-delà de la seule question de l'eau ou de l'agriculture. C'est une stratégie un peu globale. C'est le programme que l'ONU avait appelé One Health, je crois, ou Une Santé. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes interdépendants du reste du vivant, le vivant est dépendant de nous, etc., etc. Et donc, c'est la question du prendre soin. Au sens large, ça va d'un centre de santé, mais ça veut dire aussi la stratégie, et j'y viens tout de suite, sur l'eau, entre guillemets, parce qu'elle est vaste en fait, donc ça aboutit à l'eau, mais on a dit, sobriété foncière. Donc par exemple, il y avait 80 hectares qui étaient fléchés à l'activité économique de l'OIM, qui aurait dû être industrialisée à plus ou moins long terme. On a dit non, on va les remettre en zone naturelle ou agricole. On a, avec Pascal Tartari, Cécile, que je remercie, et de manière participative d'ailleurs, créé une zone de préemption des espaces naturels sensibles de plus de 2000, 3, 4 ou 500 hectares, je ne sais plus, essentiellement en bord de Jalles d'ailleurs, parce qu'on a un nom quand même où l'eau arrive assez vite, même si c'est à la fin du nom, mais elle est quand même assez présente. Et puis il y a un programme aussi de réintroduction de l'agriculture, ce qu'on appelle un péant, on va éviter les termes techniques, mais en gros c'est redonner dans les documents d'urbanisme une destination agricole aux terres. Voilà.
Et puis, on s'est lancé aussi dans des politiques avec la métropole que je remercie, je m'auto-remercie un peu puisque je suis à la métropole. En tout cas, je fais comme si j'y étais pas. On a racheté avec la métropole, là, pour le coup, le domaine du Thil, qui était le dernier domaine non public en bord des sources, en bord du périmètre des sources. Alors, souvent, on m'a dit que c'était pour faire plaisir à Saint-Médard. Bon, c'est les mauvais esprits qui disent ça, parce qu'en fait, c'est très important d'avoir la maîtrise foncière de tout le site. Le périmètre est derrière la clôture, quoi. Voilà, donc on ne peut pas quand même être plus clair sur l'impératif. On rachète Ariane Group en bord de Jalles aussi, une forêt qui est magnifique, si vous avez l'occasion un jour de la visiter. Et là, sur le cycle de l'eau, c'est particulièrement d'ailleurs parlant, puisqu'on a, autour d'une grande Jalles, racheté 8 hectares de forêt, Ariane Group, et on va, si on peut le faire, ouvrir modérément quand même au public, mais quand même pour voir aussi, faire de la pédagogie sur ce que c'est un espace naturel. Voilà. Puis, il y a tout un programme, la direction de la transition, Valentin et ses amis ici présents, avant chaque permis de construire de la ville, nous donnent leur avis. On construit aucun équipement. Par exemple, moi, je suis très agacé parce que je voulais un paddle à Saint-Médard. Le seul terrain qui était là, ils m'ont dit c'est pas possible parce que là, il y a un quart de zone humide, donc on peut pas. J'ai dit non. Voilà. Donc tout ça, c'est des choix. C'est des choix auxquels on est confronté tous les jours. Et enfin, s'agissant de la sobriété elle-même sur l'eau, quelques éléments. On a un objectif ambitieux, mais je pense qu'il est en train quand même de se mettre en place, aidé par l'Agence de l'eau et la métropole, pour économiser 21 000 mètres cubes par an sur 80 000 environ consommés. Donc c'est quand même un bon quart. J'espère qu'on pourra le dépasser. Donc pour ça, on réutilise par exemple une partie de l'eau de l'espace aquatique. On espère en faire beaucoup plus une fois qu'on aura déchloré justement un petit peu, parce qu'on ne peut pas quand même reprendre de l'eau de piscine comme ça sans un petit traitement, en tout cas pas pour tous les usages évidemment. On gère de manière informatique maintenant tout ce qui est arrosage des espaces verts et autres, qui détecte immédiatement s'il y a une fuite. On peut couper d'un simple bouton en service technique, alors qu'avant ça mettait des jours parfois à couler, par exemple. On a aussi des capteurs pour évaluer le stress hydrique ou le surplus. Les plantations avec les espaces verts, M. Baron n'est pas là ce soir, mais le choix d'espèces justement qui sont favorables dans le cadre d'un cycle de l'eau, puis adaptés aussi au dérèglement climatique, et puis à la distribution, tout ce qui est économiseur d'eau, installation dans nos propres bâtiments, puis distribution aussi. Sylvie en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, puis il y a beaucoup de choses. Je voudrais quand même remercier l'Agence de l'eau, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, mais on est très accompagnés aussi sur un autre volet qui est la désimperméabilisation des sols. Nous, c'est un vrai problème parce que Saint-Médard fournit quand même, je ne dirais pas combien, parce que Sylvie, il faut me gronder peut-être, ça ferait un peu prétentieux, mais disons qu'on fournit une bonne partie de l'eau métropolitaine quand même. Oui. Et donc, la manière dont on traite notre espace n'est pas que pour nous, il est aussi métropolitain. Donc, on a une responsabilité un peu différente, disons, que si on était une commune qui produit pas d'eau. Il se trouve qu'on en produit parce que c'est une situation géographique, hein, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, on a un rôle particulier de protection et de gestion de ce milieu avec nos amis et voisins du PNR, avec les communes aussi de la métropole, bien sûr. Et terminer par ça, parce que je vous ai dit, c'est pas pareil que Renault. On voit bien que les enjeux de maîtrise de l'eau publique, dans un contexte où elle va devenir un enjeu rare, voire un enjeu géopolitique compliqué à gérer, au moment où on a beaucoup de... On découvre, il y a l'histoire, c'est pas lié directement à l'eau, mais indirectement un peu quand même du thon au mercure. Là, vous avez découvert cet après-midi que toutes les boîtes de thon en fait qui sont distribuées ont des taux de mercure très très supérieurs aux normes qu'on peut supporter. Donc c'est en train de devenir un nouveau scandale sanitaire. Puis Sylvie l'a évoqué, quelques polluants. Donc c'est aussi la santé des habitants à travers la gestion de l'eau. Et malheureusement, j'ai envie de dire, sans accabler personne, mais monsieur parlait de sa facture, le passé a montré à plusieurs reprises que bon, la gestion privée avait des qualités, mais elle n'offrait quand même pas toutes les garanties en matière notamment d'investissement sur le réseau. En matière de facturation, c'est arrivé dans une mandature précédente que
le fermier nous renverse 160 millions, je crois. 235 millions. 235 millions quand on a épluché les comptes. Ils nous ont remboursé, donc ça veut dire que la marge était quand même assez importante. Et donc, pour toutes ces raisons, je faisais partie de ceux qui avaient plaidé pour un retour à la création d'une régie publique de l'eau. C'est pas une lubie, si vous voulez, pour faire des polémiques, ou c'est parce que c'est à hauteur, je pense, des enjeux qui sont devant nous. Voilà. Effectivement, de la chimie de l'eau et la question de qu'est-ce qu'on cherche. En fait, tant qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouvera pas. Je vais vous raconter une toute petite histoire, celle du chlorothalonil. À la base, c'est une molécule qu'on a trouvée par hasard en Suisse. Et surtout, on a découvert qu'on en avait partout dans le lac, autour de Genève. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait utilisé massivement ce résidu de fongicide. En fait, donc c'est un fongicide qui s'est transformé et qui aujourd'hui, en fin de compte, qui a arrosé nos salades, nos melons, enfin, quasiment tout. Et qu'on a arrêté en 2015 en France. Mais il restait 1 an de stock, donc on les a tout de même utilisés avant que ce soit totalement interdit. Et donc, en fait, le scandale est venu de la Suisse. Alors, j'ai vraiment fait une enquête sur ce sujet-là quand j'étais sur France Info, et j'ai remonté pour essayer de comprendre. Et c'était assez intéressant de voir que là-bas, donc déjà, premièrement, on a découvert que il y avait des conséquences, c'est considéré comme un potentiel cancérigène très grave, qui a des conséquences sur le plan cérébral, enfin, à plein de niveaux. Et donc, effectivement, ça a été arrêté au niveau de la production, mais par contre, il en reste effectivement partout. Et il a fallu, sur la Suisse, se mettre à nettoyer les eaux. Et donc augmenter de 80% le coût de l'eau. Alors, vous voyez, quand on parle de montée de l'eau là-bas, c'est quand même dans le canton genevois, à cause du chlorothalonil, parce que les taux étaient beaucoup trop importants. Et donc, il y a des voix qui sont levées pour dire, mais qui va payer? Est-ce que c'est encore aux habitants de payer? Vous avez déjà payé assez. Eh bien, à ce moment-là, il y a eu l'agence sanitaire suisse, avec notamment tout un tas d'éléments, est arrivé et donc a porté plainte. Il y a eu un procès, un tribunal, et ils ont perdu. Et ils ont non seulement perdu, mais ils ont perdu le droit de dire que c'était un produit dangereux. C'est strictement interdit en Suisse par finalement décision juridique. Donc c'est quand même un vrai sujet. Alors quand on creuse, je me suis dit, mais qui a fourni ce chlorothalonil? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a cette omerta? Donc, je suis remontée. En fait, j'ai découvert que c'était la boîte qui le fabriquait. C'est une entreprise suisse qui s'appelle Syngenta et qui, quand on regarde un peu plus en détail, elle n'est pas spécialement suisse parce qu'elle est détenue à 98% par le plus grand géant de la chimie chinoise, qui lui-même est à la tête derrière et appartient directement au Parti communiste chinois. Donc, en réalité, quand on vient pour demander de rembourser le fait qu'on nous augmente de 80% l'eau quand on est suisse, eh bien, il faudrait aller demander directement au Parti chinois. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. donc ça, c'est une petite histoire pour vous dire à quel point, effectivement, c'est inadmissible derrière de voir à quel point c'est encore les habitants qui payent. Et c'est pas normal. Et en fait, on se retrouve face à une logique. Alors là, du coup, les Français ont regardé, ont suivi tout ça de près, et ils se sont dit, bon, on va regarder si on en a aussi. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il y en avait partout. Donc, c'était un scandale énorme. Et puis, on s'est mis à chercher d'autres choses. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autres molécules qui, effectivement, étaient vraiment problématiques. C'est ressorti dans les médias, il y a eu beaucoup d'articles, etc. Puis ça s'est éteint aussi parce que ça demande, en fait, des sommes absolument extraordinaires dans une période où, je ne sais pas si l'argent de l'État le permettrait. Et donc, c'est des vrais sujets aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces polluants, de ce danger qu'on a par rapport à la ressource en eau. Mais et alors, je vais essayer de répondre à votre question. Est-ce que pour autant il faut tous bifurquer sur l'Évian? Je vous dis, elle a autant de chlorothalonil. Parce que l'aquifère de l'Évian,
finalement, étaient situés dans des zones où il y avait énormément de production agricole. Et donc, en fait, ça s'est directement infiltré. Et puis, le temps de percolation dans la pluvium, là-bas, c'est 18 à 20 ans. Donc, en fait, derrière, le polluant, après, ça se diffuse. Donc, c'est tout de même assez complexe. Donc, on est obligé de faire avec un certain nombre de polluants. La question, c'est pourquoi on n'arrête pas. Ça, c'est une vraie question. Alors moi, je me suis confrontée directement, un peu trop d'ailleurs. C'est pas vraiment des gentils, les lobbies. Donc, du coup, voilà, il faut faire attention. D'ailleurs, ils ont des spécialités absolument extraordinaires, hein. Ils sont très très forts, ils créent des faux articles, ils créent des fausses polémiques, ils sont assez violents et ils déroutent tous ceux qui essayent d'agir. Et c'est absolument terrifiant de se dire qu'en réalité, on se sent tellement impuissant et qu'en fin de compte, tout ça, c'est du Bayer, c'est des géants qui d'ailleurs et ça reprend vos deux questions, puisqu'en réalité, les principaux fournisseurs mondiaux de plastique sont aussi ceux qui fournissent des pesticides. Donc, je raconte une anecdote peut-être plus jolie. J'ai été vivre avec des Indiens Kogi l'année dernière en Colombie, dans le cadre d'une expérimentation scientifique. Je suis partie vivre 3 semaines avec eux. Et on était 6 scientifiques. Il y avait le célèbre mathématicien Cédric Villani. On était 6. Et on a amorcé un dialogue avec avec ce peuple qui vit de la même manière depuis 3500 ans dans ces montagnes. Et nous, les scientifiques, pour essayer de voir comment on pouvait croiser nos sciences et comment leurs savoirs, qui sont en réalité très scientifiques, hein, ils ont aussi une approche qui est très basée sur l'expérience et l'expérimentation, et nos savoirs pouvaient à un moment donné se croiser. Et donc, à la fin, le dernier jour, on leur dit « Mais est-ce que vous avez une dernière question à poser aux scientifiques ?» Ils disent « Oui, on a une question. On voudrait savoir qui sont les pères et les mères du plastique. » Parce que nous, on a besoin de connaître l'origine des choses pour en comprendre le sens. Et on ne comprend pas pourquoi il y a ce plastique partout dans la montagne. Eux, ils habitent dans une montagne qui monte jusqu'à 5,7 km de hauteur, à 40 km de la mer. Hein. Donc c'est vraiment, il y a un point de culminance qui est assez impressionnant. Et en fait, nous, on a vu des amas de bouteilles d'eau en plastique, mais partout dans la vallée. Et donc déjà, on leur a expliqué comment ça fonctionnait, parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Donc on leur a expliqué qu'il fallait mieux les mettre dans des sacs en plastique et les descendre en bas, que ce serait peut-être pas génial la manière dont c'est traité, mais c'est mieux de le descendre dans les systèmes de déchets que de le laisser là et emporter par les pluies. Et l'année d'après, il y a une expédition qui est revenue et il n'y avait plus 1 centime de plastique derrière dans toute la vallée, parce qu'ils ont compris. Et donc, ils ont agi. Donc, c'est là où ça devient intéressant de pouvoir partager entre nos savoirs, nos sciences et eux. Et donc, c'est à partir de là. Alors, moi, je connaissais une histoire que je leur racontais sur le moment. Cette histoire, c'est une histoire assez rigolote. C'est qu'en fait, enfin, pas tant, mais bon, la molécule d'eau a été découverte en France. Elle a été découverte sur le quai de l'Arsenal, à côté de Bastille, par un très grand scientifique français qui s'appelait Lavoisier. Et Lavoisier est une femme qui a été éperdument amoureuse, qui était une grande chimiste aussi. Et donc, il n'a pas fait que découvrir la molécule d'eau, mais en l'occurrence, cette femme avait un amant. Et cet amant-là, quand Lavoisier s'était coupé la tête à la Révolution, il a voulu épouser cette femme dont il était éperdument amoureux. Elle lui a dit non, je resterai fidèle à l'amour de mon ancien mari. Elle était partagée entre les deux et donc il est parti totalement désespéré. Il a traversé l'océan Atlantique et donc il est arrivé aux États-Unis et puis ensuite son fils a pris la relève et ils ont commencé à créer des fibres de nylon. Et c'est devenu, cet homme-là s'appelait Dupont de Nemours, et donc c'est devenu le géant mondial, notamment de nombreuses fibres plastiques. Donc moi je connais cette histoire que je pouvais leur raconter, qui était une histoire assez spécifique, pour raconter un peu d'où venait l'origine de ce plastique. Et puis après j'ai fait des études, quand je rentrais, je me suis dit tiens, je vais m'intéresser de plus près finalement à qui sont les pères et les mères du plastique. Donc là je suis remontée chez Bayer, j'ai découvert qu'ils avaient aussi créé les Zyklon B, qu'ils avaient aussi été à l'origine des chambres à gaz, qu'ils avaient été et qu'en fin de compte la manière dont ils ont
effectivement, ils ont été accusés au procès de Nuremberg, ils ont été démolis et ils se sont reconstitués un an plus tard. Et donc, eh bien, à la fin, ça donne aujourd'hui tout le plastique mondial qui n'a pas vraiment envie de s'arrêter aujourd'hui. Donc voilà, c'est deux histoires, mais pour vous dire à quel point, quand on remonte à l'origine des choses, effectivement, on ne sait plus vraiment par où prendre les choses, mais on voit que par contre, une mentalité, une manière de penser, initialement, eh bien, perdure dans le temps. Et effectivement, on se sent souvent un peu impuissant dans tout ça. Et donc, le seul moyen que moi j'ai trouvé pour récupérer mon pouvoir et pour garder le sourire quand même tous les jours, c'est déjà de choisir ce que moi je consomme, sans l'imposer à personne, sans jamais rien demander, mais derrière de consommer le minimum, voire quasiment jamais de produits transformés, essayer de consommer le plus proche de la terre, essayer nous-mêmes de favoriser dans une période où le bio s'effondre totalement. Et peut-être ça nous demande de manger moins, de manger différemment, ou de nous rééduquer aussi à manger. Et c'est très complexe parce que derrière, il y a tellement de tensions énormes auxquelles on se confronte. Donc voilà, je crois qu'on est dans une ère très complexe. Et pour répondre à votre question, on a découvert dernièrement effectivement une somme de nouvelles molécules qu'on trouverait dans nos eaux. Mais toutes les eaux sont considérées et vraiment les eaux thermominérales, aussi profondes qu'elles soient et protégées, sont de plus en plus traitées parce qu'on retrouve de plus en plus, notamment de matières fécales, qui interrogent à un moment donné pourquoi chez Périgny on trouverait ça. Donc il y a plein de sujets et je veux dire, il n'y a pas une méthode plutôt qu'une autre, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'une eau qui est accompagnée à un moment donné dans des tuyaux qui certes ne sont pas parfaits, qui certes vont devoir être faits. Ici, il y a des villes qui décident de déventrer complètement la ville et qui disent à leurs habitants, voilà, je vais réduire toutes les fuites d'eau et qui prennent ces dimensions très courageuses et qui payent très cher. Et puis vous avez parfois des villes qui viennent me voir, me disent, vous savez, avec l'argent que j'ai, il faudra 300 ans pour rénover les réseaux en eau potable. Donc on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a une dynamique qui est en train de se créer quelque part. Cette sécheresse, elle conduit à ça. Alors, on s'était un peu endormi sur la question des fuites d'eau. Alors vous allez me dire, oui, mais si l'eau elle fuit, c'est pas grave, elle rejoint la nappe. Alors déjà pas toujours, c'est beaucoup plus complexe. Et puis surtout, prélever de l'eau, c'est prélever de l'énergie. Et pour fabriquer de l'énergie, en plus, il faut de l'eau. Donc à un moment donné, je crois qu'il va falloir, en tous les cas, retrouver de la cohérence beaucoup plus. Essayer peut-être juste d'être un modèle nous-mêmes, essayer d'avancer tel qu'on doit avancer. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le fait qu'on condamne et qu'on soit toujours en train de culpabiliser la population. J'en ai marre parce que derrière, on nous a hacké nos cerveaux, hein, que ce soit vieux ou jeune. Quand vous voyez un géant vert derrière dans votre télé qui saute en l'air et que vous l'entendez 10 fois de suite, eh bien, à un moment donné, vous associez cette espèce de boîte qui est en ferraille avec quelques petits poids dedans à un géant qui est vert et notre subconscient finalement agit. Ça s'appelle le neuromarketing. Ça fait 40 ans que ça existe et donc c'est très facile de venir dire aux gens changez dans votre manière de faire, mais derrière on nous a expliqué que l'eau qui était pure, c'était celle-là, moi je l'achète. Donc voilà, je crois que ça veut dire qu'il va falloir reprendre le pouvoir sur nos cerveaux et ça c'est plus compliqué, mais je crois que c'est peut-être la chose la plus simple finalement qu'on puisse faire et pour pouvoir retrouver notre liberté. Voilà, merci. Et pour répondre à votre question aussi, je pense cohérence, vigilance. Sachez que l'eau potable, c'est le produit alimentaire qui est le plus contrôlé en France. Nous avons des directives européennes qui nous obligent, qui nous contraignent, et c'est tant mieux, de vérifier, de contrôler très régulièrement la potabilité de notre eau et sa qualité sur, je vois, 63 critères. Simplement, j'étais surprise que vous parliez de la déviation et pas du perchlorate. Parce que moi, j'étais plutôt marquée, même traumatisée en 2011, puisque je suis mérignacaise, où il a fallu arrêter de boire l'eau du robinet pendant quand même pas mal de temps. Et il a fallu beaucoup d'années pour résorber cette pollution du perchlorate. Donc là, aujourd'hui, nous sommes tout à fait en vigilance, notamment auprès des entreprises qui en étaient responsables. Mais ce qui me fait dire, effectivement, il faut être vigilant, il faut être cohérent. Et puis, moi, je souhaiterais aussi qu'on rappelle un principe, qu'on arrive tout au moins à accepter le principe du pollueur-payeur. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez évoqué donc les pollutions diffuses, les chimies. Moi, j'ai parlé aussi des pollutions émergentes au travers du PFAS. Sachez,
Oui, et au niveau des PFAS, sachez que nous, la régie, on a anticipé sur une loi qui a été votée, et on peut être fiers, puisque c'est un député bordelais qui l'a fait voter, hein, Nicolas Thierry, sur les PFAS. Nous avons 50 points de prélèvement pour contrôler les PFAS. Mais en même temps, on sait que les PFAS, ce sont des pollueurs éternels. On va aller vérifier que quelques-uns de leurs composantes, alors qu'il y en a bien d'autres. Je voulais vous raconter encore une autre petite histoire parce que, eh bien, il faut savoir que la question de l'eau et la question de l'argent, finalement, sont jamais très loin. Et je vais vous raconter juste une rapide histoire. En fait, vous savez, pendant encore très longtemps, il y avait des porteurs d'eau, par exemple, à Paris, pour les riches, et les populations, derrière, devaient aller chercher de l'eau dans des puits. Et d'ailleurs, c'est ce qui a généré la Révolution française et qui a engendré un vrai conflit avant l'histoire du pain. C'était aussi une question de l'eau parce que le roi s'appropriait une très grande partie du débit de la Seine et notamment de toute l'adduction d'eau potable pour ses fins personnelles. Et puis tout ça a évolué et puis est née d'un coup l'idée de potentiellement pouvoir délivrer de l'eau aux habitants. Et donc, la première ville en France, je crois que c'était en 1850 ou 60, je ne me rappelle plus, il fallait délivrer cette eau. Et donc, pour délivrer cette eau, on a commencé à faire passer le message aux populations et à leur demander s'ils étaient prêts à payer un petit peu de cette eau. Et donc, ils ont tous accepté et l'adduction en eau jusque dans nos robinets est arrivée. Et il y a eu tellement d'argent qui est arrivé d'un coup, à l'époque, l'équivalent de la métropole lyonnaise, qu'il a fallu, à l'époque, puisque c'était l'équivalent de la Lyonnaise des eaux, enfin c'est ce qui s'appelait la Lyonnaise des eaux à l'époque, il a fallu créer une banque, parce que derrière, il fallait récupérer tout cet argent. Et donc, à ce moment-là, on a créé la Société Générale pour pouvoir accueillir tout cet argent qui arrivait depuis tous ces Lyonnais qui avaient décidé de payer leur eau. Et puis, vous avez ensuite en face une autre petite commune qui s'appelle Cannes. Et donc, il y avait le Crédit Lyonnais qui était très jaloux, qui était une banque déjà existante, qui, eux, ne s'étaient pas mis à la question de l'eau. Ils s'est dit, mais finalement, pourquoi ils ont créé la Société Générale? Nous aussi, derrière, on va travailler avec ce marché-là de l'eau. Et donc, ils ont gagné le premier marché de la ville de Cannes. Et donc, la Lyonnaise des eaux a créé à ce moment-là un système qui est devenu Suez. Et de l'autre côté, vous avez la Société Générale, la Générale des eaux, qui est devenue Veolia. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que toute cette eau que les habitants payaient, c'est transformé en Vivendi, en Canal+, en plein de choses, en fin de compte, et on voit à quel point l'eau, finalement, se diffuse, se transforme. C'est un peu comme l'histoire de Lavoisier, finalement. Et comme l'énergie, elle ne se perd pas, elle se transforme. Et donc, il y a toujours ces relations très fortes. Et je voudrais peut-être dire deux choses. La première, donc au-delà de ce lien entre l'eau et l'argent, il y a deux choses qu'on peut transformer en eau aujourd'hui dans le monde. Si vous avez de l'or noir, vous allez pouvoir le transformer en or bleu, être un peu un alchimiste, ce que font les Émirats Arabes Unis. Et donc, parce qu'ils ont beaucoup de pétrole, donc beaucoup d'énergie, et qu'il s'agit d'un pays qui n'est traversé par aucun fleuve, ils prennent tout cet or noir et le transforment en un or bleu à coup derrière d'énormes tuyaux qui absorbent des bouts d'océan. Alors leur principale problématique, c'est d'envoyer les plongeurs pour décolmater les méduses, tellement on absorbe en même temps tout l'écosystème marin. Mais en tous les cas, quand on a beaucoup d'or noir, on peut transformer en beaucoup d'or bleu. Et puis, si vous avez beaucoup d'argent, là encore, vous pouvez réussir à transformer de l'or bleu. Et je vous donne un exemple. On a été capable au Chili d'aller chercher de l'eau, de pouvoir désaliniser cette eau de mer, qui coûte très cher, de la faire remonter 1500 km en termes de chemin, et de la faire monter à 2500 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama pour pouvoir alimenter en eau notre transition énergétique. Et notamment aller continuer à extraire le lithium
Et donc, on voit que quand on a beaucoup, beaucoup d'argent, eh bien, vous pouvez monter cette eau jusqu'à n'importe quelle montagne. Donc, voilà, il y a une relation qui est assez claire entre ces deux mondes et puis toute la richesse mondiale, mais toute. Il n'y a pas un brin qui n'est pas dedans. Tout ce qui existe dans nos magasins, tout ce que vous voyez partout, n'a été créé que parce qu'il y a eu de l'eau. Et donc, commencer à comprendre ça, commencer à comprendre qu'on a pillé littéralement toutes nos ressources planétaires, eh bien, c'est aussi comprendre que c'est même pas une question de sobriété, c'est simplement une question à un moment donné de notre rapport avec cet élément et cette petite planète comme ça qui se balade toute seule autour du Soleil, plus très droite maintenant. Et donc, je crois que on se sent parfois un peu très loin de ces questions-là. On se dit oui, mais nous, finalement, on est en France, on n'est pas non plus en Afrique, on n'est pas non plus en Chine, on n'a pas tous ces problèmes. Il faut quand même remettre à un moment donné les choses. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on voit, on a tous ces critères qui nous montrent que la France, eh bien, se réchauffe 20% plus vite que la moyenne planétaire. Et donc, on a une bascule qui se joue et on va devoir faire face à des défis. Alors certes, peut-être moins vite, moins violent, malgré le fait qu'on ait vu qu'on ait de plus en plus de situations caniculaires. Vous vous êtes retrouvés avec 70 jours à plus de 30 degrés, enfin, à un moment donné en 2022. C'est des vraies questions parce que si on se met à réchauffer d'un coup, eh bien, on mettait en effet sèche-cheveux et on se met à reperdre cette eau. Donc cette eau, il va falloir la protéger, il va falloir la préserver, peut-être dans nos jardins, peut-être en rachetant des forêts, en rachetant des terres. En tous les cas, on a chacun notre part à jouer. Et je terminerai sur un point, c'est que on a une étude qui a mis en évidence le fait que au Congo, vous savez, on déforeste massivement, notamment parce qu'on mange beaucoup de chocolat dans le monde. Et donc, c'est bon le chocolat. Et donc, en fait, eh bien, on déforeste le Congo. Et donc, en déforestant le Congo, on s'est rendu compte que ça a asséché les pays autour. Et en asséchant ces pays autour, eh bien, il y avait aussi le fait que vous allez transporter moins de vapeur d'eau sur l'océan Atlantique en direction du Brésil. Et donc, ça contribue derrière directement au fait que les sols sont plus asséchés en arrivant sur la forêt amazonienne parce qu'il y a moins d'humidité relative. Et donc, quand il y a moins d'humidité, eh bien, les grands industriels qui fabriquent beaucoup, beaucoup de soja ou derrière d'élevage au Brésil, eh bien, vont plus facilement brûler les terres. Et donc, en fait, ça accélère encore un peu plus la déforestation amazonienne. On s'est rendu compte que ça avait contribué directement à assécher tous les pays environnants, mais surtout, on s'est rendu compte que quand vous desséchez l'Amazonie, vous allez amener aussi moins de vapeur d'eau. Vous avez vu dernièrement le cyclone qui a fait demi-tour. En fait, c'est ce qui se passe très souvent juste pour les courants de rivières atmosphériques. Et donc, en fait, vous amenez moins d'eau en Europe. Donc, en réalité, ce qui se passe au Congo va avoir des interactions avec ce qui se passe en Amazonie et va avoir des interactions avec la quantité d'eau qui va arriver ici chez vous. Et cette quantité d'eau qui va arriver chez vous, eh bien, en fonction de la quantité, on va avoir moins de recyclage continental. Et donc, ce sera de l'eau qui arrivera un peu moins derrière sur les pauvres Suisses qui doivent complètement travailler leur eau. Donc, en fait, voilà, tout simplement pour vous dire que cette eau, elle est avant tout entièrement planétaire. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas des solutions locales. Parce que vraiment, partout où je vois qu'on retravaille les terres, qu'on les retransforme, eh bien, on modifie la météorologie locale. Et donc, ça va peut-être contribuer à générer des pluies ou de l'humidité à 100 km, mais peut-être que c'est une logique de bassin versant qui fait que cette eau, vous la récupérez à un moment donné ou à un autre. Donc, en fait, on a tous, à un moment donné, notre part à faire et à comprendre à quel point, eh bien, ce que l'on va faire, nous, ici, va servir localement et va servir en même temps dans un flux mondial. Et que tout ça est entièrement relié. Et donc, manger beaucoup de déforestation dans notre assiette, eh ben, ça contribue aussi derrière en mangeant ce poulet aux hormones qui souvent, derrière, est fabriqué avec du soja encore brésilien. Eh bien, ça contribue largement au fait que ce cycle de l'eau est planétaire et
en réalité, on a besoin de lancer un grand programme, tous à notre échelle, pour pouvoir essayer de le recycler. Alors, on peut faire plein de choses en réalité. Ça peut être dans notre jardin, ça peut être dans nos terrasses, ça peut être récupérer notre eau. Ce qui est sûr, c'est que pour freiner le cycle de l'eau, il faut au maximum récupérer l'eau de pluie et la redistribuer localement, quitte à, si vous ne pouvez pas la redistribuer en la faisant traverser des sols, parce que c'est interdit ici, parce qu'il y a des champs captants et donc on a besoin de protéger des polluants, eh bien on peut très bien avoir des sortes de bacs de fleurs et il y a tout un tas de systèmes qui recréent à un moment donné de la nature. Donc, voilà, je crois qu'on a beaucoup de chemin encore à faire, mais en tous les cas, ce qui est tout de même positif, c'est qu'on a beaucoup de solutions. Merci.